Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, TVR9 couvre la toute première édition de la course Chaîne de vie pour la sensibilisation aux dons d'organes et de tissus. Andréane Paris, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, nous parle du prix Conscientia et de l'importance de l'économie circulaire pour l'environnement. Maître Marie Flambard, présidente du Jeune Barreau de Montréal, présente la 44e édition de sa clinique juridique téléphonique gratuite. Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques chez CAA Québec, détaille les efforts publicitaires de l'organisme pour rejoindre les jeunes et promouvoir la sécurité routière. Finalement, nous recevons en studio Micheline Germain, présidente de l'AREC, au sujet du plus récent budget du gouvernement du Québec et des impacts sur le soutien à domicile. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition du Régional. Bonne émission. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Le Parti vert du Canada a maintenant une candidate dans Mont-Saint-Bruno-l'Acadie. Il s'agit de Maria Corpi-Giaco, militante écologiste de longue date et résidente engagée dans sa communauté. Madame Corpi-Giaco est membre du Parti vert depuis 2019. Elle y a occupé différents rôles, dont celui d'agente officielle dans l'ancien comté de Montarville, ainsi que chercheuse en politique pour Vaudreuil-Soulanges. Professionnelle du milieu de la rédaction et de l'édition, elle a aussi une expérience électorale municipale. Elle s'était présentée en 2021 avec le parti Ensemble Saint-Bruno. Elle est aussi cofondatrice de Saint-Bruno en transition, un organisme local qui encourage les initiatives éco-responsables de solidarité citoyenne. S'il est élu, Maria Corpi-Giaco affirme vouloir mettre de l'avant les préoccupations qu'elle a entendues sur le terrain, notamment le logement abordable, le coût de la vie, les soins aux aînés et le développement durable. Des enjeux qu'elle considère interconnectés et essentiels pour bâtir une société plus résiliente face au changement climatique. À Belleuil, le paysage politique continue de se dessiner en vue des élections municipales du 2 novembre. Deux nouveaux candidats ont récemment manifesté leur intérêt pour représenter le parti Osez Belleuil, équipe Nadine Villot. Il s'agit de Cynthia Mondou dans le district 7 des Bourgs et de Jonathan Brisson dans le district 2 du Golfe. Résidente de Belleuil depuis 35 ans, Cynthia Mondou est une entrepreneure bien connue pour son implication communautaire. Elle dit souhaiter bâtir une ville active, inclusive et tournée vers l'avenir en favorisant l'engagement citoyen et les liens intergénérationnels. Quant à Jonathan Brisson, il habite la ville depuis 2016. Urbaniste de formation, il cumule 18 années d'expérience en urbanisme municipal. Il dit vouloir mettre son expertise au service de Belleuil pour guider son développement tout en respectant son identité. Tous deux devront maintenant obtenir l'appui de 10 membres du parti, dont 10 nouveaux, pour être officiellement investis lors de l'Assemblée prévue le 27 avril. Par ailleurs, la conseillère sortante du district 1 Belleuil-Station, Louise Ali, a confirmé qu'elle se représentera pour un 5e mandat. Elle fait désormais campagne sous la bannière Belleuil-C'est-Nous, aux côtés de l'aspirant maire Daniel Picard et du conseiller sortant du district 4, Vincent Chabot. Madame Ali affirme avoir été convaincue par la vision et les valeurs de M. Picard. Avec ses 16 années d'expérience au conseil municipal, elle dit vouloir poursuivre son engagement pour le bien-être des résidents de son district. Avec ces annonces, on connaît désormais les intentions de tous les élus actuels de Belleuil, à l'exception de René Trudel et Martin Robert, qui ne solliciteront pas de nouveaux mandats. Des millions de dollars seront investis dans les routes de la région au cours des prochaines années. Québec annonce une série de projets qui auront un impact direct sur la vallée du Richelieu, de Saint-Basile-le-Grand à Mont-Saint-Hilaire. Parmi les travaux majeurs, la reconstruction complète du pont du chemin Bella Vista à Saint-Basile-le-Grand au-dessus du ruisseau Massé. L'enveloppe est estimée entre 5 et 10 millions de dollars et le chantier s'échelonnera sur 2 ans. L'appel d'offres est prévu d'ici le 30 septembre. Sur l'autoroute 20, des travaux d'asphaltage auront lieu entre Mont-Saint-Hilaire et la présentation dans la direction est. La préparation débutera en 2025 pour des travaux en 2026 et 2027. Le projet coûtera au moins 1 million de dollars.
Autre chantier d'envergure déjà annoncé, la voie réservée de 13 km sur l'autoroute 20 en direction est entre Sainte-Julie et Belleuil. Bien que le principal tronçon soit complété cette année, les travaux se poursuivront jusqu'en 2027 avec l'ajout d'un prolongement de voie de circulation entre les sorties 102 et 105. Coût total du projet, 172 millions de dollars. Du côté de Mont-Saint-Hilaire, plusieurs interventions sont prévues sur la route 116. Deux projets évalués chacun entre 1 et 5 millions de dollars concernent l'ajout de voies réservées. Les travaux s'échelonneront jusqu'en 2027. Finalement, pour améliorer la sécurité des piétons, le ministère installera dans les prochains mois des feux clignotants rectangulaires à plusieurs intersections, dont une à Mont-Saint-Hilaire, à l'angle des rues Sainte-Anne et du chemin des Patriotes. Deux individus ont été arrêtés par la Sûreté du Québec en lien avec le vol spectaculaire d'un guichet automatique survenu en février 2024 à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Il s'agit de Yann Villeneuve, 40 ans, de Saint-Marcel-de-Richelieu et de Marc-André Guimont-Terrien, 33 ans, de Carignan. Les deux hommes sont également soupçonnés d'avoir commis plusieurs autres délits, incluant des vols de voitures et de guichets automatiques dans la région. Ils font face à 12 chefs d'accusation chacun. Marc-André Guimont-Terrien a été remis en liberté sous caution, incluant un dépôt de 1 000 $. Il devra revenir en cours le 30 juin. Quant à Yann Villeneuve, il demeure derrière les barreaux jusqu'à sa comparution prévue le 22 avril. Un troisième suspect est toujours recherché, Maxime Campeau-Vigé, 37 ans, de Longueuil. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour le localiser. Si vous avez des informations, contactez la Centrale de l'information criminelle. Le 16 mai prochain, la juge Anne-Marie Beauchemin décidera si le dossier de Francis Berger, entraîneur de sport équestre de Mont-Saint-Hilaire, sera divisé en 6 procès distincts, soit un pour chacune des victimes alléguées. L'accusé en fait la demande, mais la couronne s'y oppose, préférant un procès unique. Âgé de 56 ans, Francis Berger fait face à 10 chefs d'accusation, incluant agression sexuelle, contact sexuel et incitation à des contacts sexuels. Les gestes se seraient produits sur plus de 2 décennies, entre 1997 et 2022, à divers endroits au Québec et en Floride. Exclu de l'organisme Cheval Québec dès mai 2022 après les premières allégations, Berger a depuis vendu son centre équestre South Shore Farm à Mont-Saint-Hilaire pour 1,4 million de dollars. Le club de patinage artistique de Belleuil a célébré en grand sa 55e revue sur glace les 12 et 13 avril dernier à l'Aréna André Saint-Laurent. Un événement haut en couleur qui a attiré en moyenne 350 spectateurs par représentation, un véritable succès selon les organisateurs. Sous le thème des séries télévisées, le spectacle a multiplié les clins d'œil à des productions populaires comme Stranger Things, La Casa de Papel ou encore C'est comme ça que je t'aime. En tout, 150 patineurs ont présenté plus de 25 numéros, incluant une prestation touchante d'anciens patineurs et entraîneurs du club de patinage artistique réunis pour l'occasion. Des invités de prestige ont également performé, dont le duo canadien de Marjorie Lajoie et Zachary Laga, vice-champion en danse sur glace. Selon la présidente du club de patinage, Guylaine Baudry, l'événement couronne plusieurs mois de travail. Pour les patineurs, il s'agissait d'une véritable récompense après une année d'efforts et d'entraînement intensif. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans la vallée du Richelieu. TVR9 est présent aujourd'hui à l'École internationale de McMasterville pour l'événement Chaîne de vie qui est organisé pour sensibiliser les jeunes de 15 à 17 ans aux dons d'organes et de tissus. Nous sommes avec Mme Dumont, présidente de Chaîne de vie. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Oui, tout d'abord, expliquez-nous c'est quoi Chaîne de vie? C'est quoi l'événement aujourd'hui à McMasterville à l'École internationale? Alors, ce moment historique pour l'organisme Chaîne de vie. Alors, l'organisme Chaîne de vie, on est là pour éduquer nos jeunes au Québec aux dons d'organes et de tissus en milieu scolaire. Donc, ça se vit normalement en 4e et 5e secondaire. C'est une unité pédagogique que nous avons développée et on se dit qu'il faut prendre le temps pour que les jeunes réfléchissent sur cet enjeu-là, prennent des décisions éclairées. Puis le but ultime, c'est qu'ils amènent la discussion en famille. Et on sait, les études le démontrent, lorsque la famille en a parlé, ils sont informés, ils sont moins tentés de refuser le don. Donc, c'est toute une question d'éducation. C'est confirmé par plusieurs études et même un sondage léger qui vient de paraître cette semaine au fait que le don d'organes, ça doit être dans le premier maillon, l'éducation. Donc, c'est ce matin, l'éducation, on va avoir toute la chaîne qui va être présente et des élèves qui ont vécu, 250 élèves qui ont vécu ici
à l'École d'éducation internationale le programme. Et on va assister à une première en cette année là, pour l'éducation, en cette semaine d'éducation, cette semaine nationale d'éducation dans l'organe. Oui, parce qu'en concordance avec cette semaine bien spéciale aujourd'hui, bien, pour toute la semaine, vous faites la sensibilisation, en fait. Donc, c'est d'éduquer les enfants à tout ce qui est don d'organes, mais vous dites aussi le tissu, ce qui est très intéressant aussi. Absolument. On sait qu'on peut sauver jusqu'à 20, aider à améliorer la qualité de vie avec les tissus. Donc, ça fait partie du programme également, don d'organes, où on peut sauver jusqu'à 8 vies et les tissus jusqu'à 20 vies. On aura une famille qui témoignera du don de tissus ce matin. Ça sera vraiment, vraiment intéressant. Et vous savez, on a les forces de l'ordre avec nous qui se joignent aux élèves parce que suite à la conférence, il y a la course chaîne de vie avec plus d'une vingtaine, je pense qu'ils vont même 30 policiers, 5 corps policiers qui vont participer à cette grande course. Et encore une fois, c'est une première. On est vraiment, vraiment fiers. Donc, la course devrait revenir à toutes les années par la suite? On espère bien, hein? Ça serait vraiment le fun. Je pense qu'il y a un engouement, là, et je pense que c'est important, l'éducation, c'est important de travailler ensemble, et c'est ce qu'on va vivre ce matin-là. Et la conférence est diffusée également dans les écoles au Québec. Donc, il y aura plusieurs écoles participantes en direct pour écouter notre conférence où tous les maillons seront présents. Oui, parce que là, on est à l'École internationale de McMasterville. Vous avez choisi cet emplacement-là. Pourquoi exactement? Parce que c'est diffusé dans les autres écoles, mais pourquoi avoir choisi ici? En fait, c'est le vice-président de Chaîne de vie, M. Alain Laramé, qui est en contact avec les forces policières et aussi, il a été président du conseil d'administration ici à McMasterville. Et c'est une école Chaîne de vie depuis déjà 10 ans. Donc ça, c'est pas rien. Et c'est eux qui ont soulevé l'intérêt de tenir l'événement ici. Puis on est bien contents. On est bien contents, bien fiers d'eux. Et en terminant, pourquoi vous vous impliquez vous-même? En tant que présidente, il a fallu que vous fassiez un certain parcours pour en arriver là? Absolument. J'étais enseignante et conseillère pédagogique. Et suite à la visite d'un petit garçon qui attendait une greffe du foie de Toronto, et il est venu à notre école donner un témoignage, et j'ai réalisé à quel point il y avait besoin d'éducation, parce que je connaissais rien du don d'organes. J'ai dû prendre connaissance pour préparer mes élèves à accueillir ce jeune de 16 ans qui est en attente d'une greffe. Et il était évident qu'il fallait mettre en place au Québec un programme d'éducation au don d'organes. Et j'ai investi cœur, énergie avec toute une équipe, ce qui avait de meilleur en éducation. Et d'ailleurs, notre programme a gagné la Palme d'Or suite à une évaluation par 2 chercheuses universitaires. Nous sommes chefs de file au Québec en matière d'éducation au don d'organes. C'est révélé dans le rapport d'évaluation des 2 chercheuses il y a quelques mois. C'est une belle reconnaissance. On vous laisse aller rejoindre votre public cible, en fait. Les élèves sont déjà arrivés. On vous souhaite une belle conférence, un bel événement aujourd'hui. Et merci beaucoup d'être là. Merci. En studio avec Andréane Paris, qui est directrice générale du Conseil régional de l'environnement Montérégie. Bonjour, Madame Paris. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler du retour des prix Conscientia. Oui, tout à fait. Donc, les prix Conscientia, c'est une remise de prix, en fait, pour venir récompenser des organisations, venir récompenser des initiatives en matière d'environnement. Donc, c'est vraiment le Conseil régional de l'environnement voulait reconnaître les efforts qui sont réalisés dans plein d'organisations, que ce soit nos municipalités, nos OBNL, nos petites entreprises, nos grandes entreprises, qui, des fois dans l'ombre, font des initiatives, font des choses. Puis, je pense que c'est important aussi de prendre un moment pour reconnaître que ça bouge en Montérégie, qu'il y a des choses qui sont faites, puis que les gens œuvrent pour un meilleur environnement. Donc, c'est un peu l'objectif là, de ces prix. Et pourquoi c'est important actuellement? Bien, actuellement, on a un contexte politique, on est polarisé, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de choses qui bougent et on s'est dit, bien là, c'est encore plus important de venir reconnaître les efforts pour pas que les gens se démobilisent. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on est tout petit face à une cause environnementale, des choses, des politiques qui sont peut-être moins fortes en environnement aujourd'hui qu'ils l'ont déjà été. Donc, vraiment, cette question-là est revenue et aussi dans le contexte des tarifs douaniers, tout ça, on s'est dit,
Faisons une thématique économie circulaire cette année parce qu'on sait que dans l'économie circulaire, c'est tout soutenir aussi le tissu économique local dans un concept où on optimise nos ressources, on repense la façon qu'on consomme et on s'assure de vraiment optimiser les ressources locales pour s'assurer qu'on a moins de pertes, moins d'empreintes environnementales et vraiment plus de gains. Donc, on s'est dit que ce serait une belle thématique. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, une économie circulaire, par exemple, ça ressemble à quoi? Mais l'économie circulaire, c'est beaucoup de choses. Actuellement, notre modèle économique est sur j'extrais des ressources, je les transforme, je les consomme, je les jette. Après, à chaque étape de ça, on a des déchets. Donc, l'idée, c'est de revoir ce modèle-là pour qu'il y ait le moins de déchets possible et que tous les éléments tournent. Donc, pour être très concret, on va voir à repenser. Donc, réparer nos vêtements, nos électroniques. On va être dans le don, la revente. Les friperies sont un modèle important d'économie circulaire. Mais même nos friperies, qui reçoivent beaucoup de dons, des fois, ils doivent jeter des vêtements ou les donner ou les vendre dans des repreneurs. Mais est-ce qu'on pourrait faire autre chose avec ces vêtements-là? Ah! Finalement, on a une friperie qui a décidé de faire des panneaux isolants avec les tissus, les a défibrés, a fait des panneaux isolants. Donc, l'économie circulaire, c'est vraiment de s'assurer qu'on a le moins de déchets possible et d'optimiser chaque ressource qui est extraite de l'environnement. Comme vous l'avez dit, c'est un enjeu qui est vaste. On peut faire des efforts au niveau individuel. Là, vous, les prix Conscientia, ça va être pour les entreprises, les organisations. Comment ces entreprises-là peuvent donner leur candidature? Dans le fond, on avait un formulaire. Là, on a reçu 27 candidatures. On est vraiment enchantés. Donc, on a des petites entreprises, on a des grandes entreprises, on a des OBNL, municipalités, comme je disais, qui ont remis leur candidature avec leurs initiatives qu'ils ont mis en place dans leur organisation. Alors, des exemples des municipalités qui ont mis de l'avant, par exemple, un modèle de réparaton, des campagnes avec les citoyens pour les sensibiliser, les outils là-dedans. On a des choses qui se font aussi en alimentaire, donc de la récupération d'une matière, d'une organisation de transformation alimentaire qui devient la matière première d'une autre. Donc, on a plein d'exemples comme ça. Donc, on voulait vraiment qu'ils nous parlent de leur initiative, qu'ils nous parlent des retombées sociales et environnementales aussi de leur projet. Donc, comment ils ont vu le tout avoir un impact sur l'environnement. J'imagine aussi que c'est un environnement où chacune de ces entreprises-là ou organisations peut se parler entre elles. C'est quand vous me dites le produit d'un a des déchets que l'autre peut utiliser, il faut qu'ils se parlent à quelque part pour s'en rendre compte. Oui, c'est ça. Puis on a la chance en Montérégie d'être dans les leaders de ce côté-là. Donc, on a plusieurs projets de synergie, des animateurs qui vont à la rencontre de plusieurs entreprises et qui font l'inventaire finalement de leur approvisionnement pour s'assurer si on peut changer des choses pour qu'il y ait un approvisionnement plus local ou qui vont faire aussi l'inventaire des poubelles. Ils vont vraiment aller voir qu'est-ce qui est rejeté puis dire « Ah, bien finalement, quand vous faites votre jus de pomme, la pulpe qui reste, bien, on peut faire l'intégrer dans l'alimentation pour avoir une valeur nutritive ajoutée dans des barres-tentes, dans plein de choses. Mais on peut faire aussi du cuir de pomme. Et là, on fait des divans et des sacoches de haute gamme avec ça. Donc, on a des animateurs qui mettent en relation, je connais quelqu'un qui peut le réutiliser. Est-ce que vous voulez que je le contacte pour vous? Et là, il y a une mise en relation et une relation d'affaires qui se développe et un écosystème aussi qui est plus résilient quand on fait face à d'autres pressions économiques extérieures. On a un tissu entrepreneurial qui se parle, qui se connaît, qui s'épaule. Et ça, c'est la richesse aussi de l'économie circulaire. Encore mieux qu'un tissu, on a un cuir. Oui, on a un cuir, c'est plus fort, résistant. Quand on a plein de bonnes idées comme ça qu'il faut choisir, comment on fait? Comment ça fonctionne, le jury? Alors, on va chercher un jury d'experts parce que nous, on veut être neutre là-dedans. Nous, on reçoit les candidatures au conseil régional, on monte on accompagne aussi dans la préparation des dossiers de candidature.
Là, nous, on est allé chercher un jury de 5 experts et on voulait des experts aussi diversifiés que nos organisations qui vont déposer. Donc, on a une mairesse, on a un professeur d'université, on a des organismes de développement économique, on a aussi des organismes d'économie sociale. Donc, on a vraiment 5 juristes là, qui vont se pencher. Ils vont avoir du travail, parce que là, on a reçu 27 candidatures. Est-ce que c'est terminé, les appels de candidature? Oui, l'appel en candidature s'est terminé la semaine dernière, mais ce qui est la beauté de la chose, c'est que cette année, on a aussi un prix coup de cœur. Donc, on remet 5 prix cette année. Et le prix coup de cœur va être déterminé pendant la dernière journée de notre semaine montérégienne d'économie circulaire, qui a lieu ici à Belleuil, donc à l'hôtel Rive-Gauche le 22 mai. On a toute une programmation toute la semaine. Et il va y avoir le vote du public pour le coup de cœur et chaque participant va pouvoir voter pour l'initiative circulaire qui l'a fait vibrer, qui l'a inspiré, qui s'est dit « Hey, moi, là, je peux en faire aussi, puis ça, j'aimerais ça, faire quelque chose de similaire. » Comment on fait pour voter? Est-ce que c'est ça? Ça va être pendant la journée, on va avoir une application qui va permettre à chaque participant de notre journée de voter. Il va avoir aussi nos candidats, le finaliste, vont pouvoir aller présenter leur projet aussi lors de cette journée-là. C'est une super belle initiative. C'est très intéressant que vous ayez reçu autant de candidatures. Ça dénote l'importance de la cause, puis à quel point les entreprises sont concernées par ça. Puis une bonne idée, ça prend de l'encouragement des fois pour que ça puisse fleurir. Madame Paris, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Je souhaite bonne chance pour le concours. Ce sera le 22 mai, vous m'avez dit, à l'hôtel Rive-Gauche. Oui. Puis, je rappelle à tous les gens, s'ils ont envie de voir ça, de voir comment la communauté s'implique, ils peuvent aller vous voir. Parfait. Merci de l'invitation. Merci à vous. Merci. On accueille maintenant Marie Flambard, qui est avocate et présidente du Jeune Barreau. Bonjour, Madame Bonjour. Flambard. Vous êtes ici pour nous parler de la nouvelle édition de la clinique téléphonique pour aider les gens qui ont des problématiques le 26 et le 27 avril prochain. C'est ça, donc c'est notre clinique juridique au Jeune Barreau de Montréal, en fait, qui est tenue 2 fois par an. Là, c'est ce week-end, donc 26 et 27 avril. Et l'objectif de la clinique, c'est de répondre au plus grand nombre d'appels possibles des citoyens partout dans la province qui ont quelconque question dans n'importe quel domaine de droit. Je vais donner le numéro de téléphone tout de suite pour qu'il puisse s'afficher à l'écran pendant l'entrevue. C'est le 1-844-779-6232. Alors, ça, c'est une clinique qui est gratuite? Oui, c'est ça, c'est gratuit. Vous avez accès donc à des avocats, avocates qui sont bénévoles ou des notaires et qui sont là tout le week-end pour répondre aux questions par téléphone. Quel genre de problématique une personne pourrait avoir pu vous appeler pour avoir de l'information? Dans tous les domaines de droit, je vous dirais que dans les domaines dans lesquels nous recevons le plus d'appels, on parle de droit du logement souvent, de droit de la famille, droit du travail, droit des successions et droit criminel. C'est les domaines dans lesquels on reçoit le plus de questions. Mais pour répondre à votre question, plus spécifiquement, ça va être par exemple, j'ai reçu un avis d'augmentation de loyer, comment je m'y prends, c'est quoi mes délais, je viens de trouver un vice caché dans ma maison, c'est quoi les étapes. Donc, c'est des questions, n'importe quelle question en fait qui peut être posée, là. Puis souvent, ça peut s'adresser à des personnes qui pensent que parler à un avocat, ça coûte très cher. Donc là, c'est une opportunité pour aller chercher de l'information là, après ma barre. Exact. C'est un premier pas, en fait. Puis souvent, c'est que ça donne... On est capable de donner des orientations, on est capable de guider les gens dans les étapes à suivre par rapport à leurs problématiques. Et si on n'arrive pas à répondre à la question dans le temps qui est alloué, on peut référer vers d'autres ressources gratuites, que ce soit des centres de justice de proximité, que ce soit des cliniques d'aide juridique ou que ce soit des comités logement, par exemple. Donc, on essaie de référer le plus possible après pour accompagner le plus possible le citoyen. Quelle est la différence entre le jeune barreau et le barreau normal? Alors, le barreau de Montréal, c'est un ordre professionnel, donc qui est là pour la protection du public, donc qui monitore et qui s'assure que les avocats pratiquent correctement. Nous sommes une association de jeunes avocats de 10 ans et moins de pratique qui sont inscrits donc à Montréal. Et la mission du Jeune Barreau de Montréal, c'est de représenter ses membres, mais aussi de faire des activités comme celle de la clinique juridique pour favoriser l'accessibilité à la justice. Qui sont les avocats qui participent à ça? Bien, ce sont nos bénévoles qui ont été interpellés là, tout au long de l'année. C'est souvent des jeunes avocats de 10 ans et moins de pratique, mais ça peut aussi être des avocats qui ont plus d'expérience. Donc, c'est vraiment toutes sortes de bénévoles qui choisissent de donner de leur temps pendant cette fin de semaine pour aider le citoyen.
Qu'est-ce que ça apporte aux avocats de faire ça? C'est des grosses journées. On est fatigué, je vous dirais, quand on en ressort, là, de parler à autant de personnes différentes. Mais c'est extrêmement valorisant. Ça nous ramène un petit peu à l'essentiel de, je pense en tout cas, pourquoi nous sommes devenus avocats. Parfois, on est très absorbé par notre travail, par les gros dossiers, tout ça, mais de revenir à l'essentiel puis de se sentir vraiment utile pour des gens qui en ont besoin, c'est extrêmement valorisant. C'est un exercice qui est très agréable. Qu'est-ce que vous, J'imagine, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui aurait peur de parler à un avocat, qui trouverait que, ah, comment je vais lui parler, comment on fait? Oui, mais c'est très. La clinique, c'est une des choses qui est merveilleuse, je trouve, c'est que ça donne vraiment, ça décomplexifie un peu, ça rend les choses très informelles. On appelle, voici ma problématique, c'est gratuit, c'est anonyme. Souvent, ça va être vraiment un premier pas. Il peut y avoir, comme vous dites, une barrière psychologique à vouloir parler à un avocat, que ce soit parce que ça coûte des sous ou parce que ben, c'est intimidant. Donc, c'est une bonne première entrée là, dans l'univers, puis surtout pour essayer de trouver des réponses à ces questions. Oui, parce qu'une partie de la difficulté, j'imagine, c'est le verbaliser, c'est quoi son Oui, problème. Hein? exact. Souvent, les gens peuvent juste raconter leur histoire, puis c'est un peu à l'avocat de trouver Exact. les Ouais. points importants dans son histoire. Avant d'appeler, comment une personne peut se préparer? Est-ce qu'elle doit avoir quelque chose pour écrire, j'imagine? Bien, oui, absolument, avoir un papier, un crayon pour prendre des notes. Si jamais il y a des références à faire à des documents, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des avis d'augmentation de loyer, bien, d'avoir le document devant soi, c'est utile. Lorsqu'on pose des questions, par exemple, j'ai reçu un jugement, comment je fais pour aller en rétractation, de l'avoir sous les yeux. Le maximum d'informations qu'on est capable de donner à la personne qui vous répond va faire en sorte qu'on va être capable de vraiment mieux répondre aux questions puis de maximiser l'appel. La consultation, c'est combien de temps? Évidemment, on reçoit entre 1500 et 2000 appels par édition, donc par fin de semaine, donc c'est beaucoup. On essaye de répondre au maximum de gens possible, donc on alloue en général une quinzaine de minutes par personne. Donc c'est pour ça que c'est important, effectivement, d'avoir un minimum de préparation là. Vous avez parlé que ça peut être valorisant. En fait, pour vous, vous avez dénoté que vous avez senti la valorisation en le faisant. Est-ce que vous avez des cas en tête que vous avez répondu au téléphone puis qui vous ont marqué? J'en ai un, c'est toujours celui qui me vient à l'esprit parce que ça m'a vraiment marqué, c'était exceptionnel, là. C'est quelqu'un, en fait, qui m'a posé des questions en matière familiale et on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'appel, en fait, que, ben, monsieur, il risquait, en fait, que son enfant soit enlevé à l'international. Donc, ça a été tout de suite un moment où il a fallu réagir rapidement, expliquer à monsieur c'est quoi les étapes urgentes à entreprendre parce qu'il y avait vraiment un risque, en fait, que son ex-conjoint quitte le pays illégalement avec l'enfant. Fait que ça a été, je vous dirais, un moment où, à la fin de la journée, je me suis dit, c'est quand même incroyable de recevoir ce genre d'appel puis de se dire, quelle chance que cette personne-là ait pris le téléphone et ait choisi de nous appeler aujourd'hui pour avoir minimalement l'information sur comment réagir dans cette situation puis réagir rapidement. Parce que là, vous ne pouvez pas prendre le dossier, vous devez Non. le référer. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer que la menace soit résorbée? Bien, je l'ai référé immédiatement déjà à des bureaux d'aide juridique pour que cette personne-là puisse parler à un avocat. C'était vraiment ma préoccupation, c'est qu'il puisse parler à un avocat le plus rapidement possible, que ce soit de quelconque façon. Puis de lui expliquer que c'est important qu'il y ait une démarche qui soit faite formellement à la cour rapidement, dès par exemple, le lundi qui venait, puis de faire ça en urgence finalement. Parce qu'il y a des cas qui peuvent vraiment vous marquer en tant qu'avocat. Quand vous êtes capable justement de faire une différence dans la vie de quelqu'un aussi concrètement, comment vous vous sentez? Je pense que ben, c'est très valorisant. Ça donne un sens, en fait, à ce qu'on fait. Comme je disais tout à l'heure, là, on peut être vraiment absorbé là, par nos gros dossiers, par le bureau, tout ça, mais de revenir à l'essentiel de pourquoi on est là. Je pense que c'est n'importe qui est devenu avocat, je pense, avait un sens de vouloir aider, puis un sens de la justice aussi. Quand on parle à des gens et on se rend compte qu'il y a une certaine vulnérabilité, qu'il y a une certaine injustice aussi, possiblement, c'est toujours des moteurs là, pour vouloir aider. Puis c'est toujours des journées, comme je vous dis, on est tous très fatigués à l'issue de ça, mais très contents. Puis on se dit, ben c'est pour ça qu'on est devenu avocat finalement. Donc, je rappelle à la maison 26 et 27 avril prochain. Le numéro de téléphone 1-844-779-6232. On peut parler du droit du logement, on peut avoir des questions sur la famille, on peut avoir des questions sur les successions, des enjeux avec des notaires, on peut avoir des questions en droit criminel. Toutes ces Exact. choses-là, vous avez des avocats pour répondre aux questions. Absolument. Maître Flambard, merci de faire ça. Merci Merci. de contribuer à l'accès à la justice
au Québec. J'invite tous les gens à la maison à vous téléphoner s'ils en sentent le besoin. Vous êtes très facilement approchable Oui. et facile à discuter. Merci à vous. Merci à vous. On s'entretient maintenant avec Nicolas Ryan, qui est directeur aux affaires publiques chez CA Québec. Bonjour, M. Ryan. Bonjour. Vous avez une nouvelle campagne publicitaire qui débute sous peu. Pourquoi c'est important de rappeler aux gens l'importance de CA Québec? Oui, bien, ça fait 20 ans, en fait, qu'on n'avait pas fait de campagne publicitaire chez CA Québec. Alors, c'était rendu le bon temps pour faire connaître nos différents services. Les gens, évidemment, quand on pense à CA Québec, on pense à l'assistance routière. C'est ça pourquoi la plupart des gens nous connaissent. Quand on fait nos sondages à chaque année, les gens, c'est ce qu'ils répondent. La première chose, pourquoi vous nous connaissez, c'est ce qu'ils nous disent. Mais on a envie de leur faire savoir qu'au-delà de l'assistance routière, bien, on en fait de l'assurance, on en fait du voyage. C'est les deux grands volets, justement, qui sont abordés dans cette campagne de familiarité-là. Mais on fait aussi de l'habitation. Ça, les gens ne le savent pas. On est en sécurité routière depuis toujours. Hein. On a commencé nos premiers balbutiements il y a plus de 120 ans. Là. On parlait de sécurité routière, on faisait de la remorque avec des chevaux à l'époque aussi. Fait que bref, c'était un peu on pensait que c'était le bon moment pour faire connaître davantage là, nos différents produits et services. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'organisme, c'est quoi l'organisme? C'est un organisme à but non lucratif? Exactement. Donc, CA Québec, là, c'est ça fait plus de 120 ans qu'on existe. Originalement, là, c'était le club automobile. Il y a eu différents noms. L'Auto et Touring Club. On a eu cette évolution-là. Il y avait un club à Montréal, un club à Québec. Ça a fusionné là, il y a une soixantaine d'années. Et avec le temps, justement, on a ajouté différents produits et services. CA Québec aussi, ça fait partie d'un écosystème fédéral. Donc, au Canada, le CA, le Canadian Automobile Association, bien, il y a 8 différents clubs à travers le pays. Donc, en Atlantique, en Ontario, il y en a 3 différents. Il y en a un là, pour les prairies, il y en a un dans l'Ouest canadien. Il y a le AAA aux États-Unis aussi, là, qui ont, je pense, une quarantaine de clubs. Fait que, en tout pour tout, nous, on a 1,3 million de membres au Québec. Au Canada, c'est 8 millions de membres. Si on ajoute les États-Unis avec nous, je pense qu'on est autour de 65 millions de membres. Et au-dessus de tout ça, bien, il y a la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, qu'on connaît quand même bien là, pour l'organisation notamment là, du Grand Prix de Montréal. Quand on est en affaires depuis aussi longtemps, on inspire une certaine confiance. On aime le croire. Est-ce que vos nouveaux services sont dans le même ordre au niveau des assurances? Oui, bien exactement. Bien, qu'on parle d'assurance ou de voyage, nous, notre but au final, oui, on aime ça vendre des voyages, par exemple, aux gens. On aime ça que les gens viennent s'assurer chez nous. Cela dit, ce qu'on fait surtout chez CA Québec, puis je pense que c'est pour ça qu'on a, on a cette confiance-là de nos membres depuis toutes ces années-là. Les membres sont très fidèles à nous chez CA Québec. C'est qu'on donne leur juste. Donc, je vous donne par exemple en assurance, nous, ce qu'on va dire à chaque année, ça fait 8 ans qu'on a notre service d'assurance, donc on vend de l'assurance de dommages, auto-habitation. On va dire aux gens à chaque année, c'est important de magasiner ces assurances. Donc ça, c'est contre-intuitif. Vous êtes un assureur, vous aimeriez ça avoir tous les gens qui viennent s'assurer chez vous. La réalité, c'est qu'à chaque année, chaque assureur fait un profil de risque, par exemple. Et ce profil-là, bien, ça fait en sorte qu'il y a peut-être une année, par exemple, les jeunes, ça va être moins payant ou tel type de véhicule est plus volé dans une région donnée, donc on en veut moins dans notre portefeuille. Donc, ça se peut que votre profil à vous ne soit pas le bon pour nous cette année. Okay. Ça, vous n'entendrez pas ça chez un autre assureur. Ils vont faire des campagnes pour attirer les gens, c'est normal. Mais nous, on croit quand même qu'au-delà du service qu'on est capable de vendre, on a cette responsabilité sociale-là quand même de dire la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont, de parler en fait. Et bien, c'est ce qu'on va continuer à faire, même si on veut en vendre de l'assurance, on veut en vendre du voyage, mais on va toujours donner l'heure juste aux gens. Au niveau de l'assurance routière, la compagnie, ça fait très longtemps que vous êtes là, l'organisme. Avez-vous remarqué une différence au niveau de la capacité manuelle des différentes générations? Est-ce que les jeunes sont capables de changer un pneu maintenant, aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question. Puis en fait, ce qui est quand même drôle, c'est que, veut pas, notre membership suit un peu la courbe de croissance de la démographie québécoise. Donc oui, on a un membership qui est peut-être un peu plus âgé, des gens qui ont plus de connaissances que les jeunes qui, aujourd'hui, vont chercher leur permis de conduire plus tard. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas nécessairement de véhicule à la maison. Quand on est en milieu urbain, par exemple, ça se peut qu'il y en ait des jeunes qui attendent à 22, 23, 24 ans avant d'avoir leur première voiture. On parle un peu plus de transport en commun aujourd'hui. Même nous, nos services automobiles qu'on appelait, c'est devenu les services de mobilité. Il y a l'autopartage aussi. Donc, on prend une auto, on la ramène à un endroit, c'est plus mon problème. Donc oui, en effet, il y a peut-être une méconnaissance chez les jeunes pour la mécanique de base. Moi, je ne sais pas comment changer un pneu, je vous l'avoue bien candidement. Mais j'aurais cru peut-être en rentrant chez CA Québec, en effet, qu'on aurait vu plus de jeunes venir nous poser des questions, venir chercher nos services.
Puis au final, souvent, on les voit, ils nous appellent une fois que le problème est arrivé. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens soient déjà avec nous. C'est plus simple pour tout le monde. Mais on en voit quand même beaucoup, en effet, qui se retrouvent pris avec un problème. Ils essayent eux-mêmes de changer leurs pneus. Si vous ne savez pas comment faire, appelez-nous, on va vous aider. Là. On va être là pour eux. Avez-vous remarqué une différence dans la demande de vos services en lien avec les États-Unis? Aujourd'hui, au niveau des... Peut-être qu'il y a moins de gens qui sont enclins à aller voyager aux États-Unis? Bien, exactement. On va le valider. On a un sondage, nous, à chaque année. Là, on a les résultats à peu près à la fin mai, où est-ce qu'on va chercher les intentions de voyage des Québécois pour la période estivale. Mais déjà, je peux vous dire, en effet, depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il y a quand même un grand changement, je pense, dans la perception des États-Unis. C'est pas juste au Canada qu'on le vit, c'est pas juste au Québec. Donc oui, en ce moment, il y a beaucoup de gens, là, notre chiffre d'affaires est en chute pour le voyage au niveau des voyages vers les États-Unis. Il y a même des gens, par exemple, qui auraient envisagé faire une croisière au départ, par exemple, de Fort Lauderdale ou de Miami, qui disent non, je ne veux même pas mettre les pieds à l'aéroport. Je ne veux plus partir de là. Ils vont changer leur plan de voyage. Fait que des gens qui auraient choisi, par exemple, la Californie, Las Vegas, la Floride, qui sont des destinations très populaires habituellement, bien, ces gens-là, avec le dollar américain qui vaut autant, par exemple, que l'euro, peut-être que ces gens-là vont aller davantage en Europe cette année. Les gens qui, traditionnellement, allaient sur la côte est américaine, c'est pas super loin. On parle de 5, 6, 8, 10 heures de voiture. On va peut-être aller à Sandbags, en Ontario. On va peut-être aller découvrir un peu plus les vignobles ontariens, la région du Niagara. On va peut-être aller... c'est peut-être le temps d'aller faire un grand road trip jusqu'à Halifax. Rester dans le coin. Fait que c'est ce qu'on risque de voir. C'est ce qu'on sent déjà, justement, au niveau de notre clientèle. Mais on a hâte d'avoir les résultats de notre sondage là, pour confirmer la tendance. Donc, CAS rajeunit, vous avez Marc Labrèche qui va participer à votre campagne publicitaire. Vous faites aussi des vidéos de TikTok. C'est ça l'objectif en ce moment, c'est d'essayer de viser une tranche de la population un peu plus jeune. Bien, exactement. Évidemment, nous, on aime tout le monde. Chez CA Québec, on ne fait aucune discrimination. Tout le monde peut être membre chez nous. Mais oui, on veut pas, on se projette dans 5, 10, 15, 20, 30 ans. Le marché change. Comme je le dis, nos services automobiles qui sont devenus des services de mobilité, le fait que les gens il y a moins de gens qui sont propriétaires souvent de leur véhicule, il y a beaucoup de locations, beaucoup de changements comme ça. Il y a l'autopartage qui commence à s'étendre tranquillement pas vite. On voyait Communauto qui vient élargir justement son réseau sur la Rive-Sud récemment. Donc, si on n'est pas capable d'entrer dans cette conversation-là, on va arriver en retard dans celle-ci. On est déjà dedans, on aime ça être partenaire avec un peu de tout l'écosystème, je vous dirais, autour de la mobilité. Il faut aller voir ces jeunes-là, il faut leur expliquer justement aussi, CA Québec, c'est plus que de l'assistance routière. C'est de l'aide aussi, c'est un peu le côté qu'on essaie d'apporter. Là, un organisme de confiance qui peut vous donner des renseignements utiles. Bien, exactement. Fait que les capsules TikTok, là, je pense que ça fait 2-3 ans qu'on en fait. Donc, il faut synthétiser l'information. On a 10 secondes pour capter l'information, dire ce qu'on a à dire. Donc, un conseil en 10 secondes, c'est très rapide, mais c'est ce que les jeunes veulent. Même chose, notre campagne de publicité, elle se décline souvent dans un 10-15 secondes. Il faut aller straight to the point, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est ça qu'on veut faire aussi. On a une tonne de conseils sur notre site web. Souvent, justement, c'est des longs textes. Les gens, ils ne veulent pas aller jusqu'en bas. Il faut être capable. Regardez, il y a 3 idées là-dedans. On fait un petit carrousel sur Facebook, sur Instagram. Vous l'avez l'information. Vous savez c'est quoi qu'il y a derrière une assurance voyage, par exemple. Qu'est-ce qui est protégé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bien, il y a ce travail-là qui doit se refaire. On doit constamment se réactualiser. Et c'est ce qu'on fait aussi avec notre campagne de notoriété. Nicolas Ryan, je rappelle, vous êtes directeur aux affaires publiques chez CA Québec. Merci d'être passé. J'invite tout le monde à la maison à aller visiter le site Internet pour justement bénéficier de ces capsules-là, peut-être d'apprendre à changer un pneu éventuellement. Vous allez faire une vidéo là-dessus. Ça va être vous qui va être dans la vidéo. Je vais essayer très fort. Mais j'ai une équipe au moins. Mais oui, c'est à québec.com. On a un tout nouveau site web d'ailleurs qui a été lancé l'an dernier. Fait que ça aussi, on se réactualise encore. Ça marche. Merci beaucoup. Puis j'invite tout le monde à aller visiter ça. Merci. Au revoir. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local,
c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Philippe Vaillancourt, vous êtes le bénévole responsable du service J'ai faim à tous les jours. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que ce service-là? Parce que vous avez une belle annonce à nous faire aujourd'hui en lien avec celui-ci. Oui, bien, J'ai faim tous les jours, dans le fond, c'est un service qu'on offre dans les écoles de Chambly-Carignan. Alors, malheureusement, il y a des enfants qui viennent de familles défavorisées ou des familles qui ont des problèmes, qui n'ont pas de sous. Donc, nous, on fournit le dîner à ces enfants-là dans les écoles de Chambly-Carignan. On a 52 élèves en ce moment qu'on nourrit dans les écoles. Mais comment vous arrivez à les nourrir? Il faut la cuisiner? Il faut transporter la nourriture? Avant, ce qu'on faisait, c'était qu'il y avait des sandwichs de fête ou des lunchs de fête déjà, puis c'était amené à l'école. Il y a eu beaucoup de stigmatisation parce que le jeune recevait le lunch de l'école, donc il était tagué, identifié par les autres jeunes. Fait qu'il il se faisait écœurer, il y avait de l'intimidation, toutes sortes de choses. Fait qu'on a dit, OK, on arrête ça. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des services de traiteurs dans les écoles. Alors nous, on a des ententes avec les services de traiteurs. Les parents remplissent ce qu'ils veulent pour leurs enfants, donnent ça au service de traiteur, et tous les mois, ils nous envoient la facture, nous, on paye la facture. Parce que le titre du service le dit bien, c'est à tous les jours. Oui. L'enfant a toujours faim. Toujours faim. Il y a des familles que, des fois, on fait quand même beaucoup de vérifications pour être sûr que les familles sont vraiment dans le besoin de tout ça, parce qu'on n'a pas d'argent à jeter par les fenêtres. Mais il y a des élèves qu'on donne on donne à manger pour 2 jours, 3 jours par semaine. Il y en a d'autres, c'est 4, il y en a d'autres, c'est 5. C'est pas vraiment de... C'est parce qu'on essaye de... Oui, on donne à manger aux jeunes le midi, mais on essaye aussi de montrer aux parents comment gérer l'épicerie, comment gérer le budget pour justement arriver à un moment donné à être capable de nourrir son enfant 5 jours par semaine à l'école. Et de quelle façon les parents pourraient aller s'inscrire? Est-ce qu'il y a un site web? Pour s'inscrire pour J'ai faim tous les jours, Oui. pour le jeune, Oui. ça se passe avec l'école. OK. Moi, les parents ne m'appellent pas. Dans le fond, ils vont à l'école, ils vont aller voir la responsable du service de garde. Ou peu importe, n'importe quel intervenant dans une école, ils savent où aller. Ils font juste lever la main, ils disent « Moi, j'ai de la misère à nourrir mon enfant ». Des fois, même, c'est l'éducatrice au service de garde qui s'en rend compte que le jeune, j'en avais un une fois, il y avait 3 pepperonis dans son lunch à tous les jours. Je veux dire, fait que là, elle nous a appelé, elle dit, je pense que je connais quelqu'un, un enfant qui a besoin de vous autres. Donc, il y a des personnes ressources dans toutes les écoles. On a 9 écoles, je pense, qui nous appellent pour nous dire on a besoin pour tel jeune. Puis là, on fait l'évaluation. Est-ce qu'il y a besoin de 3 jours, 4 jours ou 5 jours? Donc, le partenariat avec les écoles est très important. Absolument. Mais au début, c'était pas comme ça. C'était un organisme à part qui s'y avait parti. Serge Allaire, qui est un humain extraordinaire, a fondé J'ai faim tous les jours en 2001. Et puis de 2001 jusqu'à 2016, il a tenu ce projet-là sur ses épaules seul. Donc, il travaillait vraiment beaucoup. Il a aidé beaucoup de monde dans la communauté. 2016, santé un petit peu moins bonne, ça a commencé à être moins facile, plus difficile pour lui. Il est venu chez POSA, Source des Monts à Chambly, qui est un organisme communautaire. Et puis, depuis ce temps-là, J'ai faim est devenu un service de POSA. Mais de 2016 jusqu'à l'année passée, même si c'était un service de POSA, c'était encore Serge Allaire qui s'en occupait. L'année passée, la santé était moins bonne, il y a eu des mauvaises nouvelles, tout ça. Donc, il a décidé de prendre du temps pour lui, chose qu'il n'a jamais faite dans sa vie. Tu sais, le gars, il a même une famille d'accueil chez eux, tout ça. Là. Donc, il a décidé de prendre du temps pour lui. Puis, il n'y en a pas question qu'on laissait ce projet-là mourir parce que vraiment, il a fait un bon travail. Puis, il y a beaucoup d'enfants qui ont justement besoin de manger. Donc, on m'a demandé, moi, de prendre ce projet-là. Mais, je dis, je suis un gars très occupé, là, je produis beaucoup de spectacles, tout ça. Mais justement, ça tombe dans ma branche parce que mes spectacles, maintenant, je les transforme en levée de fonds. C'est ça. Donc, on ramasse de l'argent pour J'ai faim tous les jours. Vous avez un nouveau partenaire cette année. C'est pas un nouveau partenaire, c'est Tim Horton sur Fréchette, à Chambly. Donc, pas celui qui est à côté du McDo, l'ancien McDo. Ben là, c'est ça, il y a un nouveau McDo aussi, l'autre bord. Mais c'est où est-ce qu'il y a le nouveau McDo sur Fréchette, là, le Tim Horton qui est là. Ça fait quelques années qu'Annick, la propriétaire, 100% des recettes va à J'ai faim tous les jours. Ce qui veut dire que le coût de production, les employés, le matériel, tout ça, tout est payé par Tim Horton. 2 $ par biscuit, 2 $ va à J'ai faim tous les jours. Et ça, c'est très prochainement? Ça commence lundi, le 28. On invite les gens à venir
nous voir au Tim Hortons. Ceux qui me connaissent, moi, j'ai toujours des surprises pour tout le monde. Donc, je peux vous dire que lundi matin, le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, va être là. Il va venir faire des biscuits. Stéphane Fallu, dans la semaine aussi, va venir faire des biscuits. Et j'ai quelques autres humoristes qui vont venir faire un petit pop-up surprise. On ne sait pas. Peut-être tu passes au service au volant, tu te risques de te faire compter une joke ou deux. Là. Ça risque d'être le fun. Donc, les gens sont invités à passer au Tim Hortons plusieurs fois durant la semaine, parce que c'est toute la Ouais, semaine. c'est toute la semaine. Puis, tu sais, moi, je suis un gars très impliqué. Là. J'ai mon numéro de téléphone personnel, 263-881-1777. Ils peuvent m'appeler, me dire ce qu'ils veulent. Je vais les chercher. Je peux même leur livrer chez eux. C'est important. Oui, il y avait une question de livraison à ce Ouais, moment-là aussi. ouais. C'est moi qui vais y aller personnellement. oui? Ouais. Ça va être le jeudi, Ça va être jeudi le 1er, ouais. dans l'après-midi, donc il n'y a pas vraiment d'heure spécifique pour... Il n'y a pas d'heure. Ben, tu sais, moi, je dis jeudi. Mais si quelqu'un m'appelle et me dit peux-tu venir vendredi matin? Je vais dire oui, là. Tu sais, je veux dire, on a la cause à cœur, on veut que ça fonctionne, on veut ramasser le plus d'argent possible pour les jeunes. Tu sais, je veux dire, Posa ne se prend pas une scène non plus là-dedans. Là. C'est vraiment pour les enfants, pour donner à manger, c'est important. Donc, j'ai même du monde de Saint-Jean-sur-Richelieu qui m'ont appelé que le 1er, je vais acheter des biscuits à Chambly, je vais aller leur livrer à Saint-Jean. Ah oui. Vous invitez aussi les entreprises, j'imagine, à faire... On invite les entreprises. Tu sais, j'ai une compagnie comme BG Électrique que j'ai vu tantôt, les deux propriétaires, Jean-Christophe et Fred. Eux, ils m'ont acheté 50 biscuits. La taverne à Chambly a acheté 50 biscuits. Il y en a qui en achètent 20, il y en a qui en achètent 2. C'est pas important, il faut juste l'acheter et encourager parce que c'est pour une très bonne cause. Mais oui, les entreprises, ils peuvent m'appeler là, à mon numéro ou envoyer un courriel, puis ça va me faire plaisir. Parce que la maison Posa est quand même assez implantée dans Chambly. Elle est connue à Chambly, les alentours. Vous avez beaucoup de partenaires et tout. Oui. Et beaucoup de services aussi. Il n'y a pas Oui. juste à tous les jours, j'ai faim. Non, il n'y a pas juste j'ai fait tous les jours. On a une clinique jeunesse pour les jeunes de 12 à 24 ans. Il y a des travailleurs de rue. Il y a un service, c'est-à-dire il y a un programme d'insertion en emploi. Il y a 3 ans, j'ai cofondé la maison Stéphane Fallu avec Serge Lina, qui est président du conseil d'administration et le reste du CA, et Sandra Bolduc, qui est directrice générale de POSA. Ça fait 3 ans, ça va bien. Puis justement, pendant qu'on s'en parle, ils sont en train de rénover la maison. On double la superficie de la maison parce qu'on héberge des jeunes femmes, des jeunes hommes, mais là, on va héberger aussi des jeunes femmes. Parce qu'il y a des femmes dans le besoin. Tu sais, les gens, les petits gars, il y a des femmes aussi. Il faut les aider. Oui, puis cette maison d'hébergement-là va répondre à un besoin aussi qui est déjà en ce moment à Chambly assez criant. Absolument, oui. Donc, les gens, on les réfère au site web de la maison Posa ou encore le site internet? Oui, le site de Posa qui est posasdm.org. Sinon, ils peuvent m'appeler moi ou mon Facebook à moi, Philippe Vaillancourt, ou ma compagnie Cova, ou Sandra Bolduc directement. On est tout en ce moment sur la pointe des pieds, puis on est prêt à faire des biscuits, puis on est prêt à en livrer. Fait que let's go. Faut les aider. T'sais. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre pour les biscuits sourires, qui donnent d'ailleurs un sourire aux personnes qui vont recevoir ces fonds-là. Absolument. Merci beaucoup pour l'entrevue, M. Vaillancourt. C'est très merci apprécié. de m'avoir reçu. C'est très, très apprécié. On accueille maintenant en studio Micheline Germain, qui est présidente de la REC. Bonjour, Madame Germain. Bonjour. Vous réagissez au plus récent budget du Québec, notamment au sujet du manque de fonds pour les soins à domicile. Bon, on a trouvé que le budget du Québec était très, très décevant. Pourtant, après une dizaine d'années au pouvoir, le gouvernement devrait avoir compris que la démographie, c'est pas quelque chose de mathématique, c'est quelque chose qu'on a pu voir venir depuis longtemps. Alors, ça fait longtemps qu'on talonnait le gouvernement pour mettre en place des mesures pour qu'on soit en mesure de donner les soins, les services dont les aînés auraient besoin. Alors, c'est pour ça que quand on voit les faibles montants qui ont été accordés et pas directement aux soins et services à domicile, c'est très décevant. Pourquoi c'est important de subventionner mieux les soins à domicile? Bien, parce que pour les aînés, on le sait, tous les aînés, si on leur demande où ils veulent vivre chez eux le plus longtemps possible. Alors, pour permettre aux aînés de maintenir cette autonomie-là, une personne vieillissante, c'est une personne qui perd peu à peu ses capacités. On ne devient pas spontanément des invalides ou des personnes vulnérables, comme le gouvernement nous a taxés là, à un certain moment donné d'une certaine période. On ne devient pas vulnérable du jour au lendemain. C'est petit à petit qu'on perd nos capacités. Et pour nous, c'est important de contribuer à ce que la personne maintienne son autonomie le plus longtemps possible.
Et ça, pour y arriver, on a besoin de soins de service à domicile, beaucoup plus que n'importe quoi qu'on peut investir dans le béton pour avoir des grosses maisons d'aînés. C'est pas ça que nos gens ont besoin, c'est qu'on prenne soin d'eux là où ils sont le plus longtemps possible. Comme vous dites, c'est ça que les gens semblent vouloir, mais il y a des enjeux au niveau monétaire. En quoi ça peut être plus rentable de favoriser des soins à domicile? Il y a des études qui ont été faites, même le gouvernement en a demandé une au commissaire de la Santé et du bien-être des aînés. La commissaire a dit que si on continue avec le mode actuel, on s'en va dans le mur et on va pas y arriver, là. Ça va être des sommes incroyables. Nous autres, on est convaincus que, puis particulièrement à l'AREC, on est convaincus que si on maintient la personne à domicile, la personne a déjà son logement, on n'a pas besoin d'y payer un hébergement, la personne a juste besoin qu'on vienne lui donner des soins, puis progressivement. Alors, on pense que ça, c'est rentable. Mais c'est certain que pour mettre en place une approche comme ça, de maintien de la personne à domicile, bien, il faut investir. Mais investir maintenant va nous permettre de le récupérer plus tard. C'est un placement. Il faut un courage politique pour le faire. Puis c'est ce à quoi on appelle le gouvernement, puis qu'on est déçus, qu'ils ne comprennent pas que c'est ça qu'il faut faire. Par exemple, une personne qui aurait besoin de soins à domicile, ça ressemble à quoi ces soins-là? Bien, par exemple, une personne qui commence à avoir de la difficulté à se lever le matin et à s'habiller. Bien, peut-être que si on avait une personne, ça peut être une préposée, mais ça prend quelqu'un dans un système. Ça ne peut pas être improvisé, ça ne peut pas être une personne différente à chaque matin. Il faut qu'on en prenne soin de ces personnes vieillissantes-là. Alors, une personne peut-être peut aller aider la personne à se lever, s'habiller le matin, puis une fois ça fait, la personne, elle peut être encore autonome pour le reste de la journée. Puis là, peut-être que ça peut être quelqu'un de sa famille qui va dire « Ah, ben je vais aller t'aider, moi, grand-maman, pour ton coucher. » Ou ça peut être la personne qui revient le soir si la personne n'a pas de père aidant qui peut venir l'aider. Mais ça, si on l'aide à ça, bon, bien, la personne, elle va rester chez elle plus longtemps. On n'a pas besoin de la mettre sur une liste d'attente pour s'en aller dans soit une résidence pour aînés, un CHSLD ou il y a des résidences intermédiaires aussi. Elle n'a pas besoin de ça, elle a juste besoin d'un coup de main, d'un peu d'aide. Puis on voudrait que ça se fasse en réseau, que ce soit une équipe. Et c'est pour ça qu'on avait discuté beaucoup avec Mme Bélanger, la ministre déléguée aux aînés, pour que ce soit le CLSC qui encadre ça. Et s'il y a une équipe de soignants, une équipe, bien, la personne qui est allée donner le bain, par exemple, à une personne, va peut-être s'apercevoir que la personne commence à manquer d'équilibre. Bien là, à ce moment-là, dans son dossier, ça va être écrit. Quand elle va revenir, puis on va dire, bien, peut-être que la prochaine fois, on va y apporter un déambulateur, puis après ça va être plus sécuritaire, ça va y éviter des chutes, ou on va regarder comment est organisé son logement pour qu'il y ait moins de risques que la personne se blesse. Donc, et s'il y a une équipe, bien là, on va y accorder petit à petit les soins auxquels la personne a besoin. C'est sûr qu'éventuellement, on n'est pas innocent, là, même si on est plus vieux. On sait qu'un jour, on va peut-être avoir besoin d'être en CHSLD, mais le retarder le plus longtemps possible, ça va permettre à la personne aînée d'encore se sentir partie prenante de la société. Quand on vit dans son logement, on connaît ses voisins, on connaît ses repères, on sait où est le dépanneur, on sait qui peut nous aider, on sait qui appeler si on a un problème. Mais quand on est déraciné dans un autre milieu, là, ça devient plus... puis on le dit souvent, une personne qui déménage après un coup de vieux. Exact. Une personne peut vieillir prématurément quand on la déracine comme ça. Puis c'est un débat de société, là. Tu sais, à qui... Moi, je me demande souvent la question, où commence et où finit la place de l'État dans le service aux aînés? Parce qu'il y a la famille, il y a les proches aidants. On peut voir dans d'autres pays moins nantis que le Canada, on s'occupe beaucoup des personnes aidées par la famille. Ici, on peut avoir des ressources pour que le gouvernement fasse sa part, mais selon vous, où tracer la ligne? Bien, on s'est donné un projet de société il y a plusieurs années, là. On était très jeune. On s'est donné un projet de société où on voulait que les soins de santé soient universels et gratuits. Et des soins de santé, tant que ça demeure un soin de santé ou quand ça devient un soin de santé, c'est de la responsabilité du gouvernement. Alors, quand je pense à une personne qui a besoin qu'on aille l'aider à prendre ses médicaments, bien, je n'ai pas besoin de l'amener dans un CHSLD si on peut passer une fois par semaine, placer ses choses comme il faut, puis l'aider à prendre ses médicaments. Je suis encore dans le soin de santé. Alors,
quand c'est un soin de santé, ça relève. Quand c'est prendre soin, là, bien, c'est sûr qu'on prend soin de nos parents, comme on a pris, moi je dis, comme on a pris soin de nos enfants quand ils étaient plus jeunes. Et les proches aidants peuvent faire un grand bout, mais il faut les aider, il faut les soutenir, ces proches aidants-là. Et il y a eu un bébé boom à un moment donné, mais là, maintenant, d'ici 2031, on va être le quart de la population qui auront 65 ans et plus. Puis en 2065, on va atteindre le tiers qui vont avoir 65 ans et plus. Alors, c'est des chiffres, ça, c'est pas sorti d'un chapeau, là. C'est des chiffres prévisibles. Alors, moi, je pense que le gouvernement a tardé à prendre ses responsabilités et à mettre en place les mesures que ça prend pour y arriver, pour relever le défi. Comme vous dites, pour vieillir, c'est une chose d'avoir un système de santé pour nous permettre de vivre plus longtemps, mais une chose à ne pas oublier, c'est la qualité de vie. T'sais, on peut bien vivre jusqu'à 100 ans, mais si pendant 20 ans, ça ne fonctionne plus bien, est-ce que c'est mieux? Puis c'est souvent aussi les personnes aînées qui peuvent avoir eux-mêmes, ils peuvent se retirer. Quand on se sent moins utile ou qu'on a peur d'être un fardeau pour les autres, qu'est-ce que vous dites aux personnes aidées qui peuvent avoir peur de demander de l'aide ou de rester avec ses proches? Bien, moi, je pense que les personnes aînées n'ont pas à se sentir gênées ou n'ont pas à hésiter à prendre l'aide, parce que de la demander, c'est plus difficile, mais à prendre l'aide parce qu'ils ont fait leur bout de chemin. On a contribué à la société telle qu'elle est aujourd'hui. On a travaillé fort à ce que le système de santé soit ce qu'il est aujourd'hui, puis on devrait en retirer des bénéfices aujourd'hui. Et les personnes aînées, il ne faut pas oublier, là, continuent à avoir des revenus, à payer des impôts, à faire rouler l'économie, remplissent les restaurants, allez déjeuner au restaurant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de têtes blanches, remplissent les théâtres, les cinémas. Les personnes aînées vivent encore, là. C'est pas toutes des personnes vulnérables, les Puis personnes au-delà aînées. des aspects économiques, pensez-vous pas que les personnes aînées aussi ont un apport à apporter aux jeunes? Tu sais, qu'on place une personne aînée entourée de plus jeunes personnes, on dirait que son utilité est renouvelée d'une certaine manière avec toute l'expérience et les histoires qu'elle peut nous apporter aussi. C'est intéressant quand on réalise des projets en intergénération, là, de voir comment, de part et d'autre, les personnes en sortent gagnantes, oui. Madame Germain, je rappelle, vous êtes présidente de l'AREC. Pour toutes ceux et celles qui sont intéressés par le sujet à la maison, je vous invite à vous mobiliser puis à faire votre possible pour qu'on puisse subventionner les soins à domicile. Et à nous appuyer dans nos demandes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Communiquez avec nous par courriel à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Régional. Bonne semaine!